Alors, nous allons passer à la deuxième intervenante, puisque dans cette table ronde, en intervenant, nous n'avons que des femmes. Martine Pretzeil. Oui, oui, non, je dirige si peu. Martine Pretzeil, vous êtes également enseignante, donc vous en France, professeure émérite des universités. Et vous avez en particulier travaillé beaucoup sur l'éducation interculturelle, l'éducation laïque interculturelle, ce qu'elle peut apporter pour apprendre à connaître l'autre, pour connaître l'autre, mais aussi les limites de cette démarche. Alors, de quel secours cette approche peut-elle être dans le cadre de l'enseignement moral et civique à l'école, alors que dans les classes, aujourd'hui, on le voit bien, de plus en plus, les élèves sont diverses, sont d'origine très variée, et que cette approche interculturelle est sans doute quelque chose de tout à fait essentiel pour arriver à faire comprendre que l'autre est un autre soi-même, finalement. Alors, vous avez la parole. Merci. Merci d'abord à Martine Le Cerf et à vous, madame, de m'avoir invité. Merci à vous de votre confiance et j'espère pouvoir y répondre. Alors, pour situer un petit peu le propos quand même, pardon. Pour situer un petit peu le propos, c'est important parce que aucun propos n'est neutre. J'ai été institutrice, inspectrice, directrice d'école normale et je suis actuellement déléguée départementale de l'éducation nationale. Pour ceux qui savent ce que c'est. Bon, voilà. Et puis j'étais à l'ULB, où j'ai signé, l'ULB qui est l'Université libre de Bruxelles, où j'ai signé, avant d'être engagée, la charte du libre examen. Je l'ai gardée, j'en suis fière, et je pense que même à l'université française, on devrait la signer, et commencer par l'université française. Voilà. Alors, je ne vais pas vous faire un exposé sur, effectivement, cet enseignement moral et civique, parce qu'honnêtement, si vous allez sur le site du ministère, tout y est dit, j'ai presque envie de dire, tout est parfait, comme souvent ce qu'il y a sur les sites du ministère. Et ensuite, on descend sur le terrain. Et donc, je vais me permettre d'interroger, de problématiser un petit peu cette question. Alors, premier point, nous sommes dans une société hétérogène et définitivement hétérogène. L'homogénéité est un cas particulier, ça existe uniquement dans les systèmes totalitaires, dans les sectes, etc. Donc l'hétérogénéité a toujours existé et on sera dans une société de plus en plus hétérogène. Ce qui signifie, pour le jeune enfant, que dès son plus jeune âge, il est confronté à la diversité des références culturelles, des références sociales, famille, école, quartier, association. Et ce qui est nouveau, par contre, dans cette hétérogénéité, c'est qu'il n'y a plus de consensus. Les associations sont très contentes de dire du mal de l'école, les quartiers ne fonctionnent pas non plus en symbiose, les familles, alors encore plus, pour dire l'école ça va pas, etc., etc., ce qui est un petit peu vrai aussi, mais pas forcément pour les bonnes raisons. Donc on est dans un système où on est sur des valeurs en permanence concurrentes, où il n'y a plus d'accord. Il y a eu dans le passé un accord. Pour l'instant, il n'y a plus un accord. Donc, le mode pour transmettre des valeurs, le mode de l'implicite et du naturel ne suffit plus. Il faut expliciter, il faut objectiver et effectivement prendre de la distance. Vous allez me dire, c'est le rôle de l'école. Oui, permettez-moi de dire, c'était le rôle de l'école. On essaie d'y revenir, on est en train de le voir, avec une différence, c'est que la légitimité de l'école sur ce registre-là n'est plus reconnue, y compris par les familles. Plus d'illusions. Plus d'illusions. Et là, on a un gros problème. Il n'y a pas d'accord. Dans le temps, il y avait un accord, ce qu'on appelle l'école de la Troisième République, former un citoyen républicain et laïque. C'était une des missions de l'école. Enseigner, éduquer. L'école française avait cette double mission, enseigner, éduquer. De plus en plus, vous entendez à droite comme à gauche, l'école doit se charger uniquement d'instruire. Et on laisse de côté la mission éducation. Et si on dit éducation, on vous dit ah, non, c'est ça, c'est la famille. Hein, on est toujours éducation nationale.
excepté que sur le terrain, ça ne se présente pas de manière aussi simple que dans le passé. Il y a une contestation systématique de cette mission d'éducation. Donc l'école a-t-elle une légitimité? Agnès Perrin, qui a formulé énormément de choses sur lesquelles je suis d'accord, et c'est très bien parce que c'est assez rare quand je suis d'accord avec des collègues, donc effectivement, a bien dit que même les enseignants actuellement sont en difficulté par rapport à ça. Bon, ils ont entendu parler de laïcité, certains plus ou moins, et certains même, j'ai entendu dire, ne savent même pas qu'ils sont fonctionnaires, ce que ça veut dire d'être fonctionnaire aujourd'hui. Vous voyez, il y a un flou sur énormément de certitudes. Les choses ne sont plus aussi simples. Et on est vraiment en difficulté. Donc, l'école a-t-elle toujours cette mission? Les enseignants ont-ils toujours cette mission? Permettez-moi de m'interroger. Alors, vous pouvez ne pas être d'accord avec moi, je l'entends, hein, mais la réserve citoyenne, pour moi, je l'ai senti comme les enseignants sont un peu déchargés, donc on va demander à des citoyens lambda de venir faire le travail que des enseignants ne veulent plus faire, ne peuvent plus faire, n'ont plus le temps de faire, enfin, etc., ne savent plus faire. Enfin bon, on est quand même là sur un flou. La coéducation, auquel j'ai longtemps cru, coéducation, on est bien d'accord, à condition d'être d'accord sur les valeurs communes. Si on n'est pas d'accord sur les valeurs communes, il ne peut pas y avoir de co-éducation. Je dis bien éducation, je n'ai pas dit instruction. D'ailleurs, sur ce registre-là, sur le ministère, il y a quelques ambiguïtés. Parce qu'il donne des méthodes pour l'apprentissage de la lecture pour les parents. Ça, ce n'est pas de l'éducation, c'est de l'instruction. C'est de l'enseignement. Donc, on voit bien, si vous voulez, qu'on est sur un flou, mais beaucoup plus grave et beaucoup plus profond qu'on veut bien le dire, hein, parce qu'on veut cacher. Quand vous allez dans les établissements ou dans les lycées, les proviseurs vous disent il y a un problème de voile à l'école, etc., etc. On téléphone au rectorat qui vous dit « débrouillez-vous, pas de vague ». Et ça, c'est souvent comme ça. C'est pas tout le temps comme ça, mais c'est souvent comme ça. Mais il n'y aurait qu'une seule fois. Ce serait déjà grave. Permettez-moi, je parle toujours avec beaucoup de conviction, ça c'est le défaut de l'institut, on est là, on communique, etc. Bon. Donc, on a un problème là de consensus, d'accord général. Dans le temps, on avait un État, enfin, un État, oui, je ne parle pas de gouvernement, un État avec un projet politique. Là, on serait bien en peine de définir le projet commun. Je dis bien le projet commun. Ensuite, quel projet l'école doit-elle assurer? Dans le temps, c'était simple, républicain, laïque. Au jour d'aujourd'hui, si vous pouvez me dire quel est le projet national, ensuite quel est le projet donné à l'école, eh ben, je veux bien démissionner. Hein. Enfin, de toute façon, je suis en retraite, donc c'est pas grave, je ne prends pas beaucoup de risques. Mais on le voit bien. Sur le mot laïcité, il n'y a pas de consensus, il n'y a plus de consensus. Il suffit d'écouter les propos de la campagne électorale actuelle. On fait dire un peu n'importe quoi, chacun a sa définition. Agnès l'a très bien dit tout à l'heure, chacun met ses adjectifs, donne une interprétation, etc. Ce qui est grave sur un principe politique, comme Agnès l'a très bien dit. Les droits de l'homme. Oh, les droits de l'homme. Pourquoi les droits de l'homme? Mais finalement, il y a les droits arabes, il y a les droits de tout le monde. Et puis, c'est pas si important que ça, les droits de l'homme. Mais comment voulez-vous qu'une société nationale ou même une société internationale puisse communiquer, travailler ensemble s'il n'y a pas de référents communs? Ces référents communs, au niveau international, ce sont les droits de l'homme. Et écoutez, vous avez dû, comme moi, entendre beaucoup de personnes, de droite comme de gauche, hein, moi je balaye large, hein, qui effectivement s'interrogent, ben non, ça fait, c'est les Occidentaux qui ont fait ça, nous on va faire les droits arabes, etc., etc. Il y a même un livre qui est sorti, l'ONU contre les droits de l'homme. Il faut voir ce qui se passe au niveau international. Donc on est vraiment en difficulté. On a aussi donc quelques confusions. Confusion et effectivement la place de l'école entre l'espace public et l'espace privé. Alors c'est vrai que quand j'étais institutrice il y a très longtemps,
l'ouverture de l'école, c'était très bien. On voulait ouvrir l'école sur le monde. Honnêtement, j'ai participé à ce courant d'idées. Mais maintenant, ce n'est pas l'école qui est ouverte sur le monde, c'est le monde qui a envahi l'école. Et donc, on s'aperçoit, si vous voulez, que l'école en tant qu'espace public, dans un système étatique, effectivement, n'a plus de mission très claire. Elle ne sait plus exactement ce qu'elle doit faire. Et la sphère du privé envahit de plus en plus l'école, par le biais du politique, des associations, des parents qui viennent, qui s'infiltrent, etc. C'est pas si simple que ça. Qu'est-ce qu'on fait dans une école, dans une association de parents d'élèves? Vous avez une femme voilée. Vous allez me dire, oh, la voile, surtout les hommes vont dire, les voiles, c'est pas grave, on peut le mettre, etc. C'est pas un problème. Excepté que le voile, je le dis, je le redis et je le redis après beaucoup, parce qu'on n'ose pas le dire, c'est pas un signe d'appartenance religieuse. Vous pouvez être musulman sans, effectivement, mettre le voile. Ça n'a rien à voir. Bon, ça, il faut quand même qu'on l'entende un petit peu. D'accord? On est alors aussi, on a une difficulté sur un changement permanent. Alors là, permettez-moi d'être un peu critique vis-à-vis du ministère, bon, qui parle d'enseignement moral et civique. Ah bien, 2 ans avant, le ministère du même gouvernement parle d'éducation morale. Non, morale, l'éducation. Non, j'ai repris les choses. Donc, on voit bien, si vous voulez, tous les 2 ans, les enseignants, ben voilà, c'est comme ça change, etc. Chacun son petit... C'est comme les antibiotiques. Au bout d'un certain temps, ça n'agit plus. C'est-à-dire, on n'écoute plus. On n'écoute plus parce qu'on attend la prochaine réforme, le prochain changement, etc., etc. Et là encore, je vais être un petit peu critique aussi, permettez-moi, c'est le rôle d'un universitaire, de poser des questions. Quand on regarde, effectivement, ici, on a le ministère fait donc un enseignement moral et civique. Que ça soit Agnès ou Macodel belge, on a beaucoup insisté sur l'éducation. Et ce n'est pas la même chose. Il ne faut pas confondre éducation et enseignement, instruction, etc. L'éducation, elle est sur les valeurs, elle est sur le sens, etc. L'enseignement moral. Si vous parlez d'enseignement, automatiquement, vous limitez ça à des savoirs. Mais bien évidemment, il faut aller sur l'autre registre, et tout le monde est d'accord là-dessus. Alors on voit bien qu'en permanence, on a un usage des mots qui est un petit peu flottant et qui ajoute à la confusion. On parle aussi d'enseignement civique. On dit aussi enseignement de la citoyenneté. Très bien, on ne peut qu'être d'accord, excepté que citoyenneté et civilité sont souvent confondues à l'heure actuelle. Et là, c'est quand même aussi une grave erreur. L'autre difficulté, c'est qu'il est difficile, aujourd'hui, sauf si je me trompe, de savoir qui est citoyen aujourd'hui. Et on fait comme si tout était clair. C'est pas du tout clair, ça l'a été. Ça ne l'est plus. Donc on est en difficulté. Autre confusion qui nous met en difficulté, et vous m'arrêtez parce que je peux parler 3 heures. Autre confusion qui est difficile, c'est la confusion entre 3-4 minutes. Valeurs et morale. Les valeurs, par définition, sont universelles. La manière d'appliquer ces valeurs dans un temps, dans un lieu, dans un espace, etc., peuvent être différentes. L'essentiel, c'est que les valeurs soient respectées. Les morales sont des recommandations, des commandements. On applique une morale. Mais les valeurs sont universelles. Donc, il ne faut pas confondre. Il ne peut pas y avoir de conflit de valeurs. Il peut y avoir qu'effectivement des pratiques morales qui ne respectent pas les valeurs. Et là, il commence à y avoir un conflit. Mais il ne peut pas y avoir de conflit de morale. Le respect, c'est le respect, l'honnêteté, c'est l'honnêteté, le courage, c'est le courage. Et ça, dans tous les pays, dans toutes les religions, etc., on retrouve ces mêmes valeurs. Mais effectivement, vous pouvez les appliquer différemment. Il peut y avoir un conflit dans ces applications. Si elles respectent les valeurs, ça ne pose plus de problème. Si elles ne les respectent plus, bien évidemment, on est en difficulté. Quelles sont les modalités et les conditions d'exercice de cet enseignement et éducation civique? La charte de la laïcité, non. Mes collègues allemands disent c'est parfait. Très bien. Oui.
Voilà. Elle a fait son boulot, elle est là. Et après, les parents qui ne la signent pas, on a voulu faire signer. Si les parents ne signent pas, vous mettez le gamin en dehors de l'école. Voilà. Donc on voit bien qu'une charte, qui est une bonne charte, qui nous est enviée par beaucoup de pays, qui nous disent lâchez pas sur la laïcité, etc., eh bien, elle est là, mais comme un décor. Et ça, c'est un petit peu dommage, parce qu'effectivement, à partir de cette charte, on peut faire énormément de choses. Donc, non seulement il faut développer des valeurs communes, et être sûr, et les édicter, et très très clair, développer aussi un sentiment d'appartenance, un sentiment qui ne se décrète pas, et qui doit s'appuyer sur un héritage et un avenir. Il convient de construire donc un civisme fondé sur une volonté générale plutôt que sur le marché et le droit. Il a été évoqué la vie d'établissement. Il ne peut pas y avoir effectivement d'éducation morale et civique si la vie de l'établissement est contraire. Malheureusement, ce n'est pas si simple que ça. Il faut, alors là je suis tout à fait d'accord avec vous, Madame Laborde, vous avez insisté, et ça je crois que c'est très important, sur la nécessité de développer des aptitudes à l'expression orale et écrite. Quand on sait notamment que pour les enfants étrangers, il n'y a pas de professeur spécialisé pour enseigner le français aux étrangers, ensuite de temps en temps un petit truc comme ça, mais allez sur le terrain et vous allez voir la catastrophe, hein. Allez sur le terrain, et moi j'y suis toujours sur le terrain, allez voir ce qui s'y passe. Donc cette capacité aussi à discuter, à écouter, à former l'esprit critique. Alors, comme je travaille sur la diversité culturelle depuis de nombreuses années, j'ai une formule qui me plaît bien, qui est que la laïcité s'est construite sur la reconnaissance de la diversité religieuse. Parce qu'elle ne s'oppose pas. Hein. C'est construite là-dessus. Je dis que la laïcité est effectivement un principe qui nous permettra sans doute de vivre avec la diversité culturelle. Et la dernière formule, je dis, c'est qu'il faudrait penser, travailler, développer ce que j'appelle un humanisme et, j'ajoute, du divers, puisqu'il faut apprendre à penser l'autre, apprendre à travailler la relation avec l'autre. Et ça, ce n'est pas simple du tout, surtout aujourd'hui, dans un contexte qui est quand même difficile et souvent, malheureusement, dramatique. Voilà. Merci. Il faut. Oui, merci. Je crois que dans ce que vous nous avez dit, il y a sans doute beaucoup de questions, de débats qui vont en découler, et tant mieux, parce que j'espère que nous aurons un petit peu de temps pour débattre avec la salle.